Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons une invitée exceptionnelle, la professeure Annie Morelli, historienne spécialiste reconnue de l'analyse critique des discours de guerre et de la propagande médiatique. Dans un monde saturé d'informations et de manipulations, comment garder notre esprit critique? Sommes-nous tous à notre insu otages d'une propagande moderne? Camarade professeur Morelli, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, mon professeur. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à m'entendre ou non? Très bien. Merci beaucoup. Professeur, j'aimerais bien commencer avec vous avec la définition de quelques notions qu'on entend exactement par propagande de guerre aujourd'hui. Est-ce que c'est un phénomène ancien ou typiquement moderne? Quels sont selon vous les mécanismes les plus récurrents de la propagande, diabolisation de l'ennemi, érosation du camp allié, etc. Et est-ce que les médias jouent-ils consciemment un rôle dans cette propagande ou en sont-ils les victimes? Alors, la propagande de guerre, c'est la manipulation de l'opinion publique avant et pendant le conflit pour lui faire accepter une guerre qui, à l'origine, ne les intéresse vraiment pas. Pour l'instant, on a la guerre en Ukraine. Beaucoup de gens ne savaient même pas où se trouvait l'Ukraine. Et on les a manipulés, motivés pour qu'aujourd'hui, ils considèrent que c'est une nécessité de faire la guerre pour soutenir l'Ukraine. Donc ça, c'est une définition, je dirais, générale. Votre deuxième question, c'est de savoir si ça existe depuis longtemps. Eh bien, je pense que ça existait déjà du temps de Jules César. Quand Jules César conquiert la Gaule, il écrit un petit livre, De Bello Gallico, qui est un livre de propagande, qui est destiné au milieu de Rome, à le faire valoir dans ces milieux-là. Et donc, il utilise un certain nombre de stratégies de la propagande. Par exemple, il exagère de beaucoup la force de ses adversaires. Alors, si vous avez exagéré cette force et que vous avez fait croire que votre ennemi est vraiment invincible, il y a deux solutions. Bien, vous ne réussissez pas à le vaincre et vous pouvez dire, je vous l'avais dit, ils sont très nombreux, ils sont très bien armés, etc. Si vous arrivez à le vaincre, eh bien, tout le mérite est d'autant plus grand pour vous, puisque c'était un adversaire invincible. C'est un petit exemple de propagande de guerre, mais pour montrer que ça existe depuis toujours. Alors, je dirais que ça existait, par exemple, au XIXe siècle, quand il y avait l'ensemble de l'Europe réactionnaire contre Napoléon. On a présenté Napoléon comme étant un ogre, quelqu'un qui était impérialiste, qui essayait d'envahir tous les peuples, de les soumettre, etc. Et la personnalité de Napoléon était l'objet véritablement d'une propagande dans divers pays, notamment l'Angleterre. Donc ça existait depuis très longtemps, mais c'était de manière artisanale, je dirais. C'était l'un ou l'autre dessinateur, peintre, qui imaginait cette propagande, tandis qu'à partir de la Première Guerre mondiale, il y a véritablement un tournant. Parce que cette propagande devient plus systématique. Tous les belligérants vont avoir un office de propagande. Et ces offices de propagande vont réfléchir sur la manière dont on peut lancer ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news, des fausses nouvelles, pour sensibiliser la population à l'intérêt de cette guerre et pour la mobiliser pour la faire. Donc, ça existe depuis toujours, mais c'est devenu aujourd'hui beaucoup plus professionnalisé. Et vous avez aujourd'hui des firmes qui sont spécialisées dans la propagande. Par exemple, lors de la première guerre contre l'Irak, c'est une firme de communication, d'information, comme vous voulez, mais qui est en fait une firme de propagande, qui a lancé ces attaques contre
Saddam Hussein en disant que les soldats irakiens avaient arraché les bébés des couveuses du Koweït et les avaient jetés sur le sol glacé de l'hôpital. Cela s'avérera tout à fait faux, mais ça a bien marché, ça a été répété dans toutes les instances nationales, internationales, et donc faire la guerre à de pareils sauvages devenait licite. Or, c'est une firme de publicité, je dirais, qui a créé tout ça. Elle a choisi des faux témoins, elle les a, je dirais, encouragés, fait répéter, etc., jusqu'à ce que ce soit tout à fait plausible ce qu'il racontait. Mais cette firme, elle fait aussi bien de la publicité pour Pepsi Cola que pour le Koweït. Peu importe la cause, du moment où vous payez une campagne d'information ou de désinformation, si vous voulez, vous aurez évidemment l'appui de cette firme. Professeur, aussi, beaucoup des observateurs confirment que la propagande répond à un besoin de croire, un besoin de possibilité de croire au récit de guerre juste. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, je pense effectivement que nous avons besoin d'être psychologiquement, d'être dans le camp du bien. Et donc, il faut nous montrer que notre guerre est juste, que nous avons de belles motivations de la faire, que les autres n'en ont pas, etc. Et les principes de la propagande de guerre jouent justement sur ces mobiles psychologiques élémentaires. Le premier, c'est que nous ne voulons pas la guerre. Ce sont les autres qui sont des bellicistes, des impérialistes. Nous sommes des gens doux, tranquilles, nous ne cherchons rien d'autre que la paix. Et le deuxième principe qui est un peu le corollaire, c'est que c'est l'autre qui a commencé. Et donc, on va montrer à l'opinion, avec souvent de faux documents, que c'est l'autre qui a lancé la guerre. Et à ce moment-là, nous sommes dans la position très confortable de l'autodéfense, de la légitime défense, et ça, n'importe qui est d'accord que, le droit international aussi d'ailleurs, que dans le cas d'une invasion, dans le cas d'une dépendance à un autre pays, nous avons le droit de nous défendre et de prendre les armes. Donc, ces principes marchent très bien parce que ce sont des principes qui répondent à des pulsions, je dirais, tout à fait primaires. Quand vous étiez petit et qu'on vous trouvait occupé à taper sur votre camarade, qu'est-ce que vous répondiez, Monsieur Abdel-Gelli? Vous disiez, c'est lui qui a commencé, je ne fais que me défendre. Alors, c'est quelque chose que nous avons tous fait, et au niveau des nations, ça marche très bien, alors que je dirais que Machiavel, au XVIe siècle, disait déjà que le premier qui sort son épée du fourreau n'est pas forcément celui qui commence la guerre. Il peut y avoir eu des prémices qui l'ont obligé à faire cela. Professeur, quelle est la place, d'après vous, de la peur, de l'émotion et de la morale dans la manipulation de l'opinion? Alors, dans la manipulation de l'opinion, il n'y a aucune place pour la morale, mais il y a énormément de place pour l'émotion. Et donc, quand on voit quelles sont les motivations des guerres, les motivations réelles des guerres, sont toujours les mêmes. Ce sont des motivations de type économique, s'emparer des ressources de l'adversaire, que ce soit le charbon, la sidérurgie, ou que ce soit le pétrole, que ce soit aujourd'hui les terres rares, les métaux précieux, etc. Ça, c'est une forte motivation. Et l'autre, c'est une motivation de type géostratégique. L'ennemi a un grand empire et je vais m'attaquer à cet empire pour essayer de le couper en rondelles. Ça, ce sont les vraies motivations. Mais
on n'arrive jamais à motiver des gens à aller faire la guerre pour le pétrole ou parce qu'on trouve que l'Empire ottoman est trop étendu. Donc, il va falloir emballer ça dans des motivations qui en appellent à l'émotion, justement. Et donc, on va mourir pour le droit, pour la liberté, pour des beaux motifs comme ça, qui sont bien souvent repris des deux côtés. J'ai des exemples magnifiques à ce sujet de monuments aux morts qui se trouvent en Allemagne et en Belgique et qui ont exactement le même texte. Hein. Ils sont morts pour le droit et la liberté. Bon, ça pose un peu question, naturellement. Donc, il faut emballer ça dans de belles motivations. Et puis, pour créer l'émotion, on doit expliquer que les autres font des atrocités et nous, jamais. Alors, les guerres sont pleines d'atrocités, toutes, toujours. Mais on va aller relever uniquement les atrocités faites par l'ennemi. Ou alors, on va les exagérer ou on va les inventer. Tandis que nous, on doit se présenter comme des chevaliers blancs qui ne font jamais que par hasard, alors des bavures. Ce serait le pire qu'on puisse faire. Et on voit ça dans les guerres récentes. Quand vous voyez l'attaque du Hamas, qu'est-ce qu'on a dit qu'il y avait 30 bébés juifs décapités. Après ça, et le viol des femmes aussi. Et après ça, quand ça a été démenti, a surgi un autre mensonge. C'était un bébé juif qui avait été cuit au four. Alors, c'est tout à fait fou et invraisemblable. Vous imaginez une armée, des gens armés qui font une attaque. Ils n'ont rien d'autre à faire que de préparer les épices pour cuire un bébé au four. C'est tout à fait invraisemblable, mais ça crée l'émotion. Et donc, à partir de cette émotion, on va voir les autres comme des monstres et nos soldats, évidemment, comme des soldats humanitaires. C'est pour cela même le génocide. Dans les premières semaines, on a vu des propagandistes sionistes à travers des plateaux médiatiques qui appellent avec des messages de haine, de génocide, à raser Gaza, à tuer les civils, etc. On a vu ça. Mais il faut bien préparer une guerre. Il faut la préparer par la haine de l'autre, évidemment. Il faut réduire l'autre à un animal. Parce que vous tuez bien les moustiques. Ça vous est arrivé déjà de tuer un moustique. Ben, si l'ennemi n'est rien d'autre qu'un animal nuisible, vous avez tout loisir de le tuer aussi. Et ce qui est très bon en propagande, c'est de concentrer la haine sur un personnage. Parce que vous ne pouvez pas haïr tous les Russes ou tous les Afghans. Donc, il faut concentrer la haine sur un personnage. Et ça resserre l'opinion publique contre un ennemi. On doit avoir un ennemi. C'est très bon d'avoir un ennemi dans la propagande de guerre. Alors, cet ennemi, ça va être le chef du camp adverse. Et ce qui est le plus curieux, c'est que parfois, c'est un ennemi par moment, un ennemi, j'ai dit, par intérim. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qu'on considère comme un interlocuteur valable, puis il est un monstre, et puis au gré des événements, il redevient parfois un interlocuteur valable. Et vous avez ça par tonnes dans les exemples. Quand vous voyez Kadhafi, par exemple, il était le chef du terrorisme international, on le poursuivait, toutes les polices du monde le cherchaient, puis il devient un interlocuteur valable, il met sa tente dans les jardins de l'Élysée, peut-être qu'il apporte une valise un peu lourde de billets pour M. Sarkozy, mais on lui déroule le tapis rouge, et pas rien que chez Sarkozy, en Italie aussi, en Belgique également, dans tous les pays occidentaux, et puis il redevient un monstre et on l'abat comme un chien. Donc, cette construction du monstre, de l'adversaire monstrueux, c'est quelque chose de très utile en propagande de guerre. Et par exemple, pour l'instant, c'est Poutine. On fait la guerre à Poutine. Alors, il y a quelques peu d'années, en 21, lorsque Madame Merkel prenait sa pension, il lui offrait des gros bouquets de roses, elle le remerciait. Mon cher Vladimir, c'est trop gentil de votre part. Et puis, tout d'un coup, après,
il devient le monstre par excellence, et on lance les bobards de guerre les plus énormes. Il paraît qu'il prend des bains de sang pour garder sa santé, des choses comme ça, tout à fait absurdes. Il faut créer un ennemi contre lequel il y aura l'ensemble de la population qui va se solidariser. Oui. Professeur, comment les dirigeants utilisent-ils ces leviers pour obtenir le consentement des peuples? Alors évidemment, la mobilisation populaire pour confronter cet ennemi qui est les Palestiniens, parfois Poutine une autre fois, Maduro, Chavez, la mobilisation populaire, cette légitimité. Alors évidemment, le rôle des médias est essentiel, puisqu'il faut criminaliser l'autre. Ben, vous citiez l'exemple de Maduro. Je pense malheureusement que on est occupé à le criminaliser d'une façon qui annonce une attaque contre le Venezuela. Et maintenant, Maduro, tout d'un coup, est devenu un narcotrafiquant. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de narcotrafiquants dans le monde, mais on va attacher ce qualificatif à Maduro pour pouvoir justement justifier une attaque contre son pays. Et les médias ont un rôle essentiel là-dedans. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que les médias acceptent ce rôle? Il y en a certains qui sont tellement stupides qu'ils ne comprennent pas dans quel jeu ils jouent, mais pour savoir ce qu'un média va dire, il suffit d'une chose, c'est de voir à qui il appartient. Alors, s'il appartient à Arnaud, à Bolloré, à Dassault, etc., ce sont des groupes qui ont acheté des médias pour s'en servir, évidemment. Et pour s'en servir, pourquoi? Dans certains cas, ils fabriquent eux-mêmes de l'armement, et s'il n'y a pas une psychologie de guerre, personne ne va leur acheter en masse de l'armement. Il faut cette psychologie de guerre pour qu'eux fassent de bonnes affaires. J'aimerais bien aussi insister sur une question. Peut-on encore parler de liberté d'information en temps de guerre? Par exemple, il y a l'épidémie française, je m'excuse, il y a beaucoup d'accusations de droite. Si vous invitez quelqu'un de gauche, vous invitez quelqu'un islamo-gauchiste. Si vous invitez quelqu'un de la droite, quelqu'un de l'extrême droite. C'est typiquement français. Et on voit même, soi-disant, les défenseurs de gauche de liberté d'expression qui essaient d'étiqueter des autres opinions différentes, à ce monsieur qui critique la chute de l'Assad, le remplacement de l'Assad. Bon, l'Assad, il a été un criminel aussi, par un djihadiste, alors il est pro-complotiste. Si vous critiquez, par exemple, la façon de gestion de la guerre, la façon de la gestion de l'OTAN, de la guerre entre l'Ukraine et les Russes, vous êtes pro-Poutine. Si vous critiquez Poutine, vous êtes pro-OTAN. Si vous critiquez les Palestiniens, même les gens de gauche qui nous donnent toujours même des gens soi-disant qui donnent des notes à des autres journalistes, soi-disant, il lit les livres, il vient, je vous lis cet livre, blablabla, mais parfois, il se présente comme une victime, il essaie de me se taire, même lui, il exerce une sorte de dictature sur la liberté d'information. Alors, en temps de guerre, il n'y a pas de liberté d'expression, c'est impossible. Pour l'historien, il y a des possibilités. Si je veux travailler sur les croisades, je voudrais savoir ce qui s'est passé pendant les croisades. Eh bien, j'ai la possibilité de confronter les sources, parce que j'ai des sources arabes sur les croisades, j'ai des sources de chrétiens occidentaux, de chrétiens orientaux, j'ai des sources des communautés juives qui ont été détruites sur le passage des croisés. Et quand je confronte ces différentes sources, je pense que j'ai quelque chose qui est assez conforme à ce qui s'est passé réellement à ce moment-là.
Et ça, c'est pour le passé. Et la confrontation de sources adverses est très importante. Quand on est en temps de guerre, c'est impossible à faire. Parce que, par exemple, on avait en français une chaîne russe qui s'appelle Russia Today, RT. On avait une agence de presse russe qui s'appelait Sputnik. Et on nous a coupé l'accès à ces sources, soi-disant pour notre bien, pour nous éviter d'être confrontés à la propagande. Alors la propagande, c'est toujours les autres. Nous, c'est de la bonne information, évidemment. Alors, dans un cas pareil, on est dans l'impossibilité de croiser correctement les sources. Pour l'instant, je vous parle de Bruxelles, il y a une espèce de panique parce qu'il y aurait des drones qui tournent autour de Bruxelles, autour de l'aéroport, etc. Je me pose des questions. Je me demande, c'est bizarre, il n'y a personne qui les a vus arriver, personne ne sait dire de quelle direction ils venaient, on n'en a pas vu un seul au sol, etc. Je me pose des tas de questions, mais ça ne passe pas dans les médias. Dans les médias, il y a la panique, hein, nous sommes attaqués par les Russes, etc. Alors, moi, comme historienne, je dirais que j'ai vu qu'en 1940, tout le monde croyait qu'il y avait une cinquième colonne partout, il y avait un affolement à ce niveau-là. Dans les années 50-60, c'était les soucoupes volantes, hein, des extraterrestres qui venaient nous espionner, etc. Eh bien, j'attends de voir ce que sont ces fameux drones. Mais on n'a pas de place dans l'information pour poser ces questions. Peut-être que dans 10 ans, on pourra rire ensemble de ce qu'a présenté la presse à ce moment-ci, mais dans l'immédiat, il n'y a pas de place pour la contestation. Et comme vous venez de le dire, si on pose trop de questions, on est considéré comme un agent de l'ennemi. Dans la Première Guerre mondiale, les gens qui demandaient, même au Parlement français, il y a des députés qui ont demandé, il y a eu combien de morts dans la guerre? On leur a dit, comment? Vous voulez faire le jeu de l'Allemagne? Et aujourd'hui, si vous posez une question sur la manière dont la guerre se déroule en Ukraine, on nous avait dit que ce serait une guerre fraîche et joyeuse que les Russes ne tiendraient que quelques semaines. Si vous posez des questions là-dessus, on vous dit tout de suite, ah, vous êtes un agent de Poutine. Ben non, on essaie de comprendre. Et là, le 10e principe de propagande de guerre, c'est que si vous ne croyez pas toute cette propagande, c'est que vous êtes un agent de l'ennemi. En tout cas, vous êtes considéré comme tel. Mon professeur, comment un citoyen peut-il développer un regard critique face à la propagande? Et d'après vous, y a-t-il des médias ou initiatives qui échappent réellement à cette logique avec ce fléau des médias alternatifs? Alors, on peut être tenté de croire que on met à la poubelle tous les journaux qui appartiennent à des grands groupes, les télévisions qui appartiennent à Bolloré ou autres, qu'on met ça de côté, et qu'on a une vraie information grâce à l'informatique, grâce aux réseaux sociaux, etc. C'est pas vrai non plus, parce que les réseaux sociaux peuvent diffuser des choses intéressantes et vraies, mais ils peuvent aussi diffuser à une vitesse record des fake news. Et là, beaucoup plus efficacement que ce qui se passait en 1914 lorsqu'on racontait des atrocités imaginaires et où il fallait que les gens aient lu le journal pour y croire. Aujourd'hui, les médias alternatifs, ils peuvent être vecteurs d'interrogations intéressantes et ils peuvent aussi diffuser des choses absurdes. On a vu ça dans la question des vaccins, des anti-vax, etc. Il y a eu des interrogations intéressantes, mais il y a eu diffusion de bobards qui sont dignes des pires bobards de guerre. Ma dernière question, quelles leçons tirer des conflits récents pour éviter de retomber dans les mêmes schémas, de manipulation surtout? Alors, j'aimerais bien, si je refaisais le livre,
mettre un 11e commandement, un 11e principe qui dirait « Ah, toutes les autres fois, je me suis laissé avoir, mais la fois prochaine, je serai vigilant. » Mais ce n'est pas vrai. On peut connaître le schéma, avoir bien compris comment on nous traite, comment on nous ment, etc. Et puis, la fois suivante, on recommence. Nous sommes des doux, des gentils, c'est eux qui ont commencé, ils ont un monstre à leur tête, ils font des atrocités, tout se passe bien pour nous, eux, ils emploient des armes illégitimes, etc. Et on tombe de nouveau dans le panneau. Surtout si on a l'appui de personnages importants de la société, comme des auteurs, des acteurs, des chanteurs qui appuient le conflit, et plus encore quand on croit que Dieu est à nos côtés. Parce que il n'y a pas que les islamistes qui meurent en criant Allah Akbar, il y a aussi les soldats allemands de la Première Guerre mondiale qui sur leur ceinturon avaient Gott mit uns, Dieu avec nous. Et Trump, aujourd'hui, se fait photographier sous de grandes inscriptions « In God we trust », en Dieu nous avons confiance. Donc quand les gens sont persuadés que Dieu est à leur côté, eh bien, ils se sentent beaucoup plus forts et ils sont beaucoup plus enthousiastes pour la guerre. Donc c'est bien, moi je crois, je suis une enseignante, une pédagogue, je pense que mettre en garde les gens est important parce qu'ils doivent reconnaître la propagande de guerre dans ce qu'on leur distille, mais ce n'est pas toujours suffisant. Bien souvent, même en connaissant ces principes, on tombe dans le panneau. Merci infiniment. Quel honneur de vous recevoir et de vous entendre, mon professeur. Merci infiniment pour cet éclairage passionnant pour nous rappeler que la première victime de la guerre, c'est toujours la vérité. Votre appel à la vigilance et à la pensée critique est plus que jamais d'actualité. Restons libres, informés et dignes. C'est tout le sens d'Espoir et Dignité TV. Merci infiniment, mon cher camarade et mon cher professeur, professeur Morelli. Et à bientôt. Merci. Merci.